Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Toxique, l'enquête sur les essais nucléaires français en Polynésie fait l'effet d'une détonation et met l'État français face à 30 ans de mensonges au sujet de l'innocuité de la bombe. Pour aller plus loin dans l'analyse, Lucé Guichet-Tirao nous explique les grandes lignes de cette enquête menée par Sébastien Philippe et Thomas Status durant 2 ans en Polynésie et en France. À tout à l'heure. Des victimes ont été interrogées pour l'enquête, du moins celles que le cancer n'a pas emportées, mais aussi des témoins tels que Webe Carlson, membre de l'association 193. Il sera notre invité. Bonsoir, à tout à l'heure. 350 millions de francs par an, c'est l'économie que devrait faire l'hôpital du Taoné grâce au système SWAC. L'assemblage se passe à Papeari pour un investissement de 3,650 milliards de francs pacifiques. Et puis un hommage, celui rendu à Henri Hiro, l'un des rares poètes et dramaturges polynésiens disparus il y a 31 ans. Ces poèmes reprennent tout leur sens grâce aux élèves de terminale du lycée Diadème. Et pour terminer, Edgar Tehahe nous embarque pour une journée de pêche en haute mer. Des heures de patience et des kilomètres à parcourir. Un quotidien pas toujours facile, c'est à voir dans votre rubrique Aïe Fénois. Elle s'intitule « Toxique », cette fameuse enquête sur les essais nucléaires français en Polynésie. Sébastien Philippe et Thomas Status y dénoncent le mensonge de l'État français par rapport aux essais nucléaires. À la suite des lanceurs d'alerte comme Bruno Barrio, ils se sont mis dans la tête de démontrer la duperie, le fruit de 2 ans d'investigation en Polynésie et en France. Le reportage de nos confrères à Paris. Toxique, c'est donc le titre de ce livre dans lequel les 2 auteurs dissèquent, décortiquent, épluchent minutieusement pas moins de 2000 documents déclassifiés par l'armée en 2013. Et parmi l'un des essais atmosphériques les plus controversés, Centaure. Le nuage qui est issu de cette explosion, le 17 juillet 1974, n'atteint pas l'altitude suffisante, optimale, celle qui a été prévue. Il s'arrête à 5200 mètres. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'à 5200 mètres, les vents ne pousse pas le nuage vers là où les militaires auraient aimé qu'il le pousse, à savoir vers les atolls de Tureia et de Hao, mais vers l'ouest, vers Tahiti. Il faut dire que ce 17 juillet 1974, personne n'avait prévu un tel changement météorologique, aux conséquences catastrophiques pour les populations polynésiennes. Et ces retombées radioactives touchent l'île notamment par des pluies, et l'armée n'a rien fait pour prévenir, alerter ou protéger les populations civiles qui étaient sur l'île. L'armée n'a donc pas prévenu des dangers de ces retombées radioactives, non seulement toute la population qui vivait alors, mais également les appelés du contingent en poste à Tahiti. Il y avait vraiment une version officielle d'une bombe propre, sans effet. Et ça, il y a de multiples témoignages, y compris des appelés du contingent, qui ont découvert en arrivant sur place qu'en fait, ils allaient assister à des essais nucléaires. Ils n'avaient pas de protection, c'est ce qu'ils racontent. Et certains se sont posé des questions. Mais en fait, à aucun moment, on leur a dit exactement ce qui se passait. Et c'est pour ça que des années plus tard, ils se sont mobilisés pour réclamer une indemnisation et comprendre vraiment ce qui s'est passé. 110 000 personnes ont ainsi potentiellement été touchées par ce nuage radioactif 42 heures après le tout dernier tir atmosphérique en Polynésie française, le 46e exactement, et ce, avant une nouvelle campagne d'essais, cette fois-ci souterrain, de 1974 à 1996, soit 147 nouveaux tirs nucléaires. Et ce sont exactement 193 essais nucléaires qui ont été réalisés en Polynésie depuis 1966, dont 46 tirs aériens. Le livre n'est pas encore sorti au Fénois, mais les personnalités politiques préfèrent donc rester prudentes. Mais nous avons quand même recueilli la réaction du président du pays. Je n'ai pas vu les données, a-t-il précisé ce matin. Il n'empêche qu'il fait partie de ceux qui ont vécu cette période, comme d'autres. Vous allez les entendre. Brigitte Olivier, Heyata Buluk et Hubert Liao. Le président des Polynésiens n'est pas très à l'aise ce matin à l'occasion d'un déplacement à la presqu'île. Il est venu parler du SWAC qui va permettre de climatiser des bâtiments publics avec de l'eau de mer froide. Les journalistes l'accueillent avec des questions sur ce livre à paraître Toxique sur les essais nucléaires en Polynésie. Il apporte une réponse diplomatique et botte en touche. Ce nuage a atteint les îles du vent, a atteint les îles sous le vent. Nous nous sommes même battus pour que
dans la loi Morin, l'on intègre le fait que ça ne soit pas uniquement circonscrit au Tuamotu, mais que ça aille jusqu'aux îles suivantes. Alors, maintenant, je ne connais pas, j'ai pas vu les données précises, mais bon, je pense qu'on pourra commenter cela après avoir pris connaissance du rapport. Aux abords de l'Assemblée à Papeete, peu de monde. Les politiques ne sont pas nombreux à réagir. Ils le feront sans doute dans les jours qui viennent, mais la prudence s'impose. Seule une élue indépendantiste exprime sa compassion aux victimes. Ça fait mal, ça fait très très mal pour les personnes qui sont décédées de ces maladies-là. C'est vraiment une énorme injustice à leur encontre. Dans la rue, un ancien travailleur de Moruroa résume un peu la situation des gens de sa génération. Quelque part, on se doutait bien que ces essais n'étaient pas complètement inoffensifs, mais la manne apportée par le CEP à l'époque a fait taire les réticences. Un seul qui a été soulevé, Oscar Temaru. Bon, Oscar Temaru, ça fait 35 ans, Oscar Temaru, c'est ça son souhait. C'est le CC nucléaire. Mais personne qui va écouter à Oscar Temaru. Pourquoi? Parce que si on écoutait à Oscar Temaru, il n'y a plus de sous à nous. Mais les temps ont changé, les infos ont fini par circuler et aujourd'hui, cette dame exprime sans doute ce que beaucoup de monde pense. Il est temps que la France se préoccupe sérieusement des conséquences des 193 essais nucléaires effectués entre 1966 et 1996. Eux, ils ne veulent pas aider ces personnes-là. C'est à cause de ça. Parce qu'on a demandé, si au moins ils peuvent demander, comme les autres pays lointains, ils ont accepté quand ils ont fait ça. Comme les Américains, ça, ils peuvent aider tout ça. Tandis que nous, tu as vu, parce qu'il y a l'autre politique qui disait non, on emmène ici, et il y a l'autre, non, c'est pas bon. Autorisés ou non, ces deux derniers avis sont ceux de la rue. Et comme le rappelait si bien Roland Oldham, le plus constant des opposants aux essais, il n'y a que l'opinion publique polynésienne qui peut mettre un terme à la langue de bois française. Et le député indépendantiste Moetai Broderson a aussitôt réagi. Il a interpellé le gouvernement central sur la confiance que pourraient avoir les Polynésiens en l'État. Je vous propose d'écouter son intervention suivie de Florence Parly, ministre de la Défense. Quelle confiance peuvent avoir les Polynésiens en la parole de l'État? Quelle confiance quand l'actuel président du gouvernement polynésien admet devant la représentation locale avoir menti avec la bénédiction de l'État pendant 30 ans sur ces essais nucléaires? Quelle confiance quand l'État généreusement offre un bâtiment pour édifier un centre de mémoire et qu'on apprend quelques semaines après que ce bâtiment est amianté et donc voué à une destruction coûteuse? Quelle confiance encore quand nous apprenons hier que 4 mois avant cette belle conférence de presse, un rapport avait été remis au gouvernement polynésien établissant de manière claire les clusters de cancer, notamment dans les îles Gambier, que ce rapport a été tenu sous le boisseau, maintenu secret jusqu'à hier. C'est bien l'ensemble de la Polynésie et pas simplement quelques îles qui ont été touchées par les retombées des essais nucléaires atmosphériques. 110 000 personnes, l'entièreté de la population polynésienne en 1974. Que sur ces 110 000 personnes, 10 000 ont reçu 5 fois la dose minimale requise pour être considérées comme victimes d'une maladie radio-induite. Monsieur le Premier ministre, quand je prends l'avion pour venir ici, systématiquement, sur mon vol, il y a des personnes victimes de maladies radio-induites. Systématiquement. Depuis 2017, sur chacun des vols que j'ai pris. Ma question est simple. Qu'êtes-vous réellement prêt à faire pour qu'un jour, le peuple polynésien puisse avoir confiance dans la parole de l'État? Merci, chers collègues. En 2014, le ministère des Armées a également commandé une enquête à l'INSERM pour faire le bilan des connaissances scientifiques internationales sur les conséquences sanitaires des essais nucléaires. Ce travail indépendant va permettre d'évaluer la nécessité de conduire une étude épidémiologique, comme c'est demandé par les associations locales. C'est ce qui a été rendu public le 23 février par l'INSERM. Et donc nous allons étudier, les services de l'État ainsi que les services compétents de la Polynésie française, ces conclusions, sans oublier naturellement les nombreuses associations. Merci, monsieur le député. Et pour aller plus loin dans l'analyse de l'ouvrage en question, Lucille Guichet-Tirao est avec nous. Lucille, quelles sont les grandes lignes de cette enquête ?
Oui, alors ce n'est pas nouveau, hein. Les 2050 pages de documents secret défense sont déclassifiées depuis 2013. En revanche, Disclose les a épluchés. Voici l'animation des retombées en Polynésie calculée par le journaliste et le scientifique avec les tirs qui étaient ici et Tahiti qui se trouvent là. En revanche, ce que l'on apprend vraiment, c'est qu'un document confidentiel donc, a été transmis au gouvernement polynésien en février 2020, un rapport de 8 pages rédigé par un médecin militaire français. Ce rapport, jamais rendu public, estime qu'environ 10 000 Polynésiens, dont 600 enfants, vivant à l'époque à Tahiti, Tureia et au Gambie entre 1966 et 1974, ont reçu 5 millisieverts, sachant que le seuil maximal pour la santé humaine est d'un seul millisievert. Donc dans ce rapport, le médecin va plus loin et il parle de clusters de cancers thyroïdiens liés aux essais nucléaires. Il est donc question de lien entre les cancers et la radioactivité. Oui, c'est ça. C'est pas la première fois que l'on en parle. Il y avait déjà eu la première fois un chercheur, notamment de l'INSERM en 2002 et en 2006, Florent Devater, est le premier à faire le lien avec les cancers de la thyroïde. Là, en revanche, Disclose et l'université de Princeton aux États-Unis refont les calculs. Voici donc leurs estimations. Et selon leurs calculs, les doses reçues seraient en réalité 2 à 10 fois supérieures au relevé du commissariat à l'énergie atomique. Vous le voyez en blanc, les estimations officielles, et en rouge, les estimations de Disclose, avec par exemple le tir Centaure en juillet 1974 qui passe du simple au double, notamment en prenant en compte le fait que la population consommait l'eau de pluie à cette époque. Alors, est-ce que cela va changer quelque chose pour les victimes du nucléaire? Ce n'est pas sûr. En 2013, au moment de la déclassification de ces documents, l'espoir était né au sein des associations d'anciens travailleurs, mais il ne s'était rien passé en raison des exceptions prévues dans la loi Morin. Pas sûr non plus que la loi Morin change, puisque ces conclusions de cette étude vont à l'encontre d'autres études, notamment celle de l'INSERM qui a été publiée fin juillet. Le débat n'est donc pas terminé et d'autres documents doivent encore être déclassifiés. Merci beaucoup, Lucille Chettirao, pour ce décryptage. Et Toxique doit paraître ce 10 mars, justement, dans les librairies de Métropole. Nous allons rejoindre en direct maintenant Auguste Carlsson, président de l'association 193. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez fait partie des personnes interrogées pour cette étude. Aujourd'hui, comment réagissez-vous à la sortie de ce livre aux révélations explosives? Ces révélations confirment les doutes que plusieurs associations, dont Mauru et Tato et 193, avaient déjà émis à l'époque, avec Bruno Barrio notamment, où on savait pertinemment que la propagande des essais propres ou du nuage radioactif qui est resté sur Moruroa ne pouvait croire que ceux qui veulent bien l'entendre. Mais il est clair qu'aujourd'hui, Tahiti s'est réveillé avec cette nouvelle. Toute la population des îles du Vent et des îles sous le vent, rien qu'avec un essai, alors qu'il y a eu 193 essais, mais toute la population des îles sous le vent et des îles du Vent ont été également contaminées. L'étude met en lumière un chiffre, 110 000 personnes exposées à la radioactivité. Ça vous a interpellé? C'est un nouveau chiffre quand même. En tout cas, ça explique ce qui se passe actuellement. Le nombre de malades, le nombre de personnes qui développent un cancer chaque année, autour de 5 à 700 nouvelles personnes chaque année, ça explique bien la réalité sanitaire de notre pays. Toutes ces maladies sont certainement liées quelque part également à ces essais nucléaires. Aujourd'hui, quel est votre message à nos représentants politiques, nos élus? On espère que les politiques soient assez courageux pour mettre cette fois-ci dans leur balance le côté de la population et que nos populations polynésiennes aussi arrêtent de croire que c'est une histoire du passé, que ça ne concernait que quelques îles comme Tureia, Reao, Pukaru et Mangareva, mais là, que les populations polynésiennes se réveillent et commencent à comprendre leur histoire. Et cette histoire-là, c'est une histoire de souffrance, de violence, perpétrée par un État qui savait pertinemment
pourquoi ils faisaient exploser ces bombes chez nous et quelles sont les conséquences de ces essais nucléaires. Vous allez faire des actions prochainement par rapport à la sortie de ce livre? Ben justement, nous, notre première action, c'est que tous ceux et celles qui se sentent concernés par cette actualité se manifestent et l'association 193 sera toujours là pour accompagner toutes les personnes qui le désirent. Rien que ce matin, on a vu sur notre page énormément de personnes qui ont réagi et beaucoup de messages de personnes qui demandent à la constitution d'un dossier dit d'indemnisation. Mais ce n'est pas suffisant. C'est toute la population qui doit se réveiller et qui doit arrêter de ne pas vouloir comprendre ce qui se passe ici. Vous avez un dernier message, Monsieur Carlson? Voilà, le dernier message, c'est un message de... Même si cette nouvelle est remplie de tristesse, mais c'est un message d'espérance. Et ce pays ne peut pas se lever si ses habitants refusent de comprendre son histoire. Et les politiques de notre pays doivent être beaucoup plus courageux pour ne pas toujours minimiser ou relativiser ces 193 essais nucléaires. Ils sont pour beaucoup responsables de la situation actuelle. Donc mon souhait, c'est que ce pays se développe debout avec une meilleure compréhension de son histoire et que la France, l'État français assume réellement, on va dire, les réparations tant individuelles que à l'ordre du pays à cause de ces essais nucléaires. Ce sera aussi donc le mot de la fin. Merci Wébé Carlson d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous serez également l'invité café en radio demain donc. Et dans un courrier adressé à la ministre des Armées, le sénateur Tevaro Fritsch et Lana Tetuanui appellent le gouvernement national à faire toute la lumière sur la teneur de ces publications. Il requiert également que soient engagées des mesures adaptées et efficientes en réponse donc aux attentes des victimes des essais nucléaires. Voilà qui referme ce chapitre. Dans l'actualité judiciaire, ce débrayage au tribunal de Papeete, les assistantes ont manifesté leur colère suite à la nomination d'un cadre de métropole sur un poste d'assistante du procureur, un poste occupé depuis 30 ans par une Polynésienne, Ivana Pea. Ce matin, le personnel a crié au scandale. Voilà des images donc signées Axel Mézinel. Je vous le disais en titre, c'est un projet qui va coûter 3,650 milliards de francs. Le SWAC du centre hospitalier du Taoné devrait être opérationnel d'ici octobre. Après Bora Bora et Tetiaroa, le CHPF se dote aussi de cette technologie de climatisation qui repose sur le captage d'eau de mer à 900 mètres de profondeur. Objectif, réduire sa note d'électricité qui s'élève à 350 millions de francs par an. Jeanne Pequet-Pouira et Patrick Tinsing. Côte ouest de Tahiti, baie de Phaéton, c'est ici que les 3,8 km de tubes à destination du centre hospitalier du Taoné sont mis bout à bout. Un travail de titan pour réduire la facture d'électricité de l'hôpital d'au moins 40%. Il mettra fin en effet à un système de climatisation traditionnel car ces tuyaux n'ont pour unique fonction que de conduire de l'eau froide dans les dédales du bâtiment sanitaire. Une eau à 4 degrés pompée à 900 mètres transportée dans un réseau de conduite est dirigée vers un échangeur thermique avant d'irriguer le réseau de distribution de l'hôpital. L'eau captée est ensuite rejetée à la mer via une seconde conduite moins profonde avec un impact minime sur le milieu marin. Il y a aussi le fait que ce système diminuerait les émissions de CO2 d'environ 5000 tonnes. Les premières estimations correspondent à peu près en termes d'émissions de CO2 à 4000 foyers. 4000 foyers, donc voilà, ce sont des chiffres qui sont hors normes pour la Polynésie. 30 ans, c'est la durée de vie de cet assemblage de tubes censés ne souffrir d'aucune contrainte comme la houle, les courants marins, l'instabilité des sous-sols et la corrosion. Tahiti entre ainsi de plein pied dans l'ère de la transition écologique et économique. On poursuit sur les projets innovants avec l'usine Verdine de la société Van à Taravao. Le concept Verdine a atteint sa vitesse de croisière. Si la fonction de cette unité de production maraîchère est de fournir en fruits et légumes les surfaces commerciales, pour y parvenir en toute saison, il fallait pouvoir compter sur un système performant excluant pesticides, fongicides et herbicides. L'aquaponie est donc au cœur de ce système et repose donc sur un circuit fermé où plantes et poissons constituent les nutriments de base.
Culture avec un hommage rendu à Henri Giraud. Le poète et dramaturge s'est éteint il y a 31 ans à Huahine, mais ses écrits sont restés dans les mémoires. Ardent défenseur de l'identité maori, Henri Giraud suscite l'admiration des jeunes générations. Illustration au lycée Diadème avec les élèves de terminale. James O et Hiro Terurutua. Aïmana est élève de terminale au lycée Diadème à Pire-Haye. Cet après-midi, elle a déclamé en langue tahitienne un poème de Henri Giraud. Ses camarades se sont chargés de décrire la vie de l'auteur avant de répondre aux questions des élèves de première. Ça s'est bien passé. Après, on ne va pas vous mentir que voilà, le stress était là. Et comme on n'avait pas une camarade à nous, du coup, c'était un peu perturbant au début. Mais sinon, c'était carrément... Comme la génération d'aujourd'hui, c'était carrément méga. Pourquoi avoir choisi Henri Giraud? Parce que tout d'abord, c'est dans notre programme. Et puis, il fait tellement d'éloges sur notre culture. Cette année, seuls 13 élèves de terminale du lycée Diadème ont choisi le tahitien en spécialité. Les 6 heures hebdomadaires de Rio Tahiti sont dispensées par Richard Dean qui vise pour ses élèves un double objectif. Le double objectif, mis à part l'hommage à Henri Giraud qui est important, au vu et égard à sa date de décès le 10 mars 1990. Le deuxième, c'est bien sûr la préparation du grand oral avec un coefficient 10. On ne peut pas laisser de côté puisque de toute manière, nos inspecteurs nous ont demandé de les préparer. C'est la spécialité LLCER en Rio Tahiti. Et donc, ils ont la possibilité de parler aussi bien en tahitien qu'en français dans les premières minutes. Le grand oral pour les élèves de terminale est une nouveauté du bac 2021. L'épreuve aura lieu du 21 juin au 2 juillet prochain. Et pour clore ce journal, comme promis, rencontre avec Edgar Tehahe à Haïfénois. Ce pêcheur de haute mer nous montre son quotidien. Une journée type qui débute à 6 h du matin pour se terminer très tard, ce qui explique bien souvent le prix des morceaux de thon lorsqu'ils arrivent sur les étals des magasins. Le reportage d'Inacio Inouï, Patrick Sinsing. Il est des quiétudes qui ne sont troublées que par le vrambissement d'un moteur, celui d'un Kotimarara en l'occurrence. Le cadre s'y prête soit, mais celui-ci ne fait qu'atténuer les effets d'un travail éreintant, celui d'Edgar Tehahe, pêcheur de son état. L'un des aspects les plus méconnus de ce métier, c'est la prise de renseignements. Le copain qui a appelé... Peut-être il y a un baleine par ici. Alors, on va essayer de traîner un peu à côté. S'il y a un requin baleine, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'un requin baleine, il y a toujours le thon rouge à côté. Hein. Il y a des gros, il y a des petits, il y a des moyens. Ce bruit, c'est celui d'une touche, la première de la journée, un thon à nageoire jaune. C'est une prise de choix qui ne doit rien au hasard. Parole de pêcheur. Tous les pêcheurs ont des secrets. Hein. Si tu tombes sur une épave dérivant, bon, il y a tout un système à faire. Il ne faut pas annoncer à la radio. Tu annonces à la radio, mais... Avec un code? Avec un code. C'est ça notre secret. Un secret dont on ne saura pas plus. Mais être pêcheur, c'est aussi savoir s'adapter. Au bout de quelques heures de traîne sans succès, Edgar décide de changer de technique et de pêcher à la bouée. Car il y a un véritable enjeu économique derrière cette partie de pêche. Change de technique. On va essayer de pêcher au fond. C'est évident, hein? Ah oui, pas bien dit. Ce métier de pêcheur, c'est très très dur. Ça y est, le mot est sorti, dur. Dur de s'y retrouver économiquement, dur au niveau des horaires qui ne sont définis que par le nombre de prises et enfin, dur car souvent, après s'être acquitté des charges et autres taxes en vigueur, il ne reste même pas de quoi se payer. Et donc, une fois rentré à quai, c'est le temps du bilan à chaud, mais l'amour de la mer reste souvent plus fort.
C'est ça le métier de pêcheur. Hein. On quitte tôt le matin à 6h du matin, des fois à 5h du matin. Et on revient à 18h du soir. Voilà. Aujourd'hui, ça donne quoi au niveau de la pêche? Au niveau de la pêche, aujourd'hui, on a eu 4 poissons aujourd'hui, 30 en rouge et un bonnet. Ça amortit un peu la journée. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Toxique, l'enquête sur les essais nucléaires français en Polynésie fait l'effet d'une explosion et met l'État français face à 30 ans de mensonges au sujet de l'innocuité de la bombe. L'association 193 appelle toutes les personnes concernées à se manifester et demande également à ce que l'État indemnise les victimes à la hauteur du préjudice subi. Une information qui est aussi à la une de vos quotidiens de demain. La dépêche titre « Après les révélations, les réactions ». Tahiti Info, explosion de réactions. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h, vos infos radio. À suivre, 2 épisodes de votre série américaine SWAT, 20h50, Homeland. Belle nuit sur la première. On se quitte en images, bien sûr. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.